Bon, bonjour à tous et à toutes. Et on est aujourd'hui avec Rudy et Vera et on va parler un peu sur les différents projets que CX City et 10 milliards romans ont mené et autour des interventions dans des parkings. Donc je voulais commencer pour vous demander précisément ça. Et quelles sont ces interventions dans les parkings que vous nous racontiez un peu? Je pense que cette question de parking, je ne veux pas répondre à ta question, mais presque. Euh, cette question de parking, elle nous interroge depuis longtemps parce que on est presque dans une sorte de prototypage de toute la question de l'orientation. En faisant un travail de recherche avec Design to Context sur la question de la désorientation, on s'est aperçu que c'est ce que nous disent les neurologues, que la question de l'orientation et la question de la peur sont totalement liées. Le parking est typiquement le lieu où une certaine hantise, même si c'est pas peur, mais il y a, disons un certain inconfort, de toute façon, est présent dans l'espace. Donc c'est un premier critère qui fait que ce lieu est intéressant. Le second, c'est qu'il est totalement introverti généralement. C'est-à-dire les parkings couverts, on se trouve, on n'a pas de perspective, on n'a pas de vision lointaine et on sait qu'on s'oriente avec cette vision lointaine. Et puis le troisième élément, peut-être en lien aussi d'ailleurs avec la peur, c'est les images récurrentes. Et c'est vrai que les parkings sont un sujet majeur du cinéma policier ou autre, d'horreur. Euh, et ces images remontent toujours à la surface. Et donc, il est assez intéressant de considérer que la résolution de la question de l'orientation dans un parking ne relève pas uniquement de la qualité graphique et des flèches, elle relève de quelque chose qui va au-delà de ça. Et c'est un peu voilà, c'est une théorie qu'on essaye de développer depuis quelques années, de se dire la question de l'atmosphère, la question, voilà, la signalétique dépasse la question purement de du wayfinding dans le sens traditionnel du mot, c'est-à-dire où vais-je trouver les choses. Il y a toute une dimension psychologique qui est dedans, et donc une question d'atmosphère. Et atmosphère pour justement arriver à sortir de ce cycle peur, désorientation, et qui fait qu'à un moment, on est dans un autre film, ah oui, il n'y a pas de problème, c'est bien là que se trouvent les choses. Et donc les exemples voilà, la recherche qui s'est fait depuis un certain nombre d'années, mais qui s'est, je dirais, encore un peu systématisé avec les parkings que l'on a développés à Strasbourg, puisqu'on a la possibilité avec Parcus d'avoir travaillé sur aujourd'hui 5 parkings différents. Euh, c'est en effet d'essayer à la fois de, de de trouver cette atmosphère qui nous extrait du cliché, mais aussi de trouver une contextualisation par rapport à cette chose-là. Et ça va nous permettre de parler peut-être plus de la question urbaine, c'est-à-dire pourquoi un parking, qu'est-ce que sont les rôles des parkings dans la ville aujourd'hui. C'est bien entendu c'est un peu le slogan de Parcus, et ça tombe bien, c'est de dégager les voitures de la surface de la Terre. C'est-à-dire arriver à les stocker ailleurs pour qu'ils n'encombrent pas la route et pour que la rue puisse être réappropriée aux citoyens. C'est précisément on est dans une histoire où les villes étaient conçues comme des lieux de mobilité avec automobile, ville automobile. Donc les parkings étaient les lieux, parfois même fêtés, architectural, une fierté de cette accessibilité de la ville à travers la voiture. Et ce paradigme est en train de changer avec toutes ces questions écologiques, mais aussi avec toute cette densification des villes, manque d'espace, lutte autour de ces espaces d'utilisation. Et avec ça,
aussi les parkings sont des terrains parfois très fréquentés, mais dans des périodes pendant la journée moins fréquentées. Donc on est dans cette question multi-usage par exemple, et cette logique dégage. C'est quelque chose qui est intéressant parce que avant c'est presque la fête de la voiture et maintenant c'est le dégage. Donc, et ce dégage se fait en plusieurs niveaux. Pour l'instant, la voiture joue un rôle majeur, mais de plus en plus, précisément, c'est mobilité douce, c'est intermodalité, c'est toutes ces questions. Et pour les projets dans lesquels nous avons travaillé, ça aussi a transformé. Au début, c'était vraiment un lieu fixe pour toutes les institutions à exister près du lieu central. Et maintenant, c'est vraiment la question aussi contextuelle, comment on peut travailler avec ce lieu dans ce logique parfois multi-usage. Donc, est-ce que parfois pendant la journée ou le week-end, on peut avoir une cohabitation d'usages qui ne sont pas liés à la voiture. Donc, On a toujours ce souvenir d'un congrès qu'on a fait à Sao Paulo, ou un congrès qui était organisé par des étudiants en design, et ils avaient transformé en fait le parking en hôtel. C'est-à-dire les étudiants, il y avait 2000 étudiants à peu près, c'était énorme, venaient avec leur petite tente et s'installaient dans le parking. Et donc on avait voilà, un objet vertical qui avait accueilli, je sais pas, 500 tentes. Et donc, comment aussi se dire pendant certains moments, un parking peut avoir un tout autre usage. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de se dire chaque parking, cette, cette vision justement un peu de la modernité faisait aussi qu'on a construit des parkings interchangeables. C'est-à-dire tout se ressemblait, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est comment on peut les particulariser. On peut se dire qu'un parking dans un aéroport a peut-être une fonction autre qu'un parking de dépôt de voitures pendant la semaine quand on ne l'utilise pas. Et que finalement, chaque parking peut prendre d'une certaine manière une personnalité. Et c'est ce qui l'extrait justement de cette question de la peur aussi, puisque c'est le cliché qui fait qu'on est dans le... Voilà, dans Oui, ce qui est l'image. c'était exactement ça la question que je voulais vous poser. Vous avez parlé des imaginaires, des images et qui peuplent ces espaces, ces parkings. Et comment faire, quelles sont précisément les stratégies pour transformer ces espaces, pour transformer un peu la perception des lieux, que peut par exemple la signalétique, que peut par exemple les stratégies des designs contextuels pour transformer ces espaces et pour faire que ces espaces deviennent peut-être des lieux, des rencontres comme à São Paulo, ou des lieux qui sont intégrés et dans l'espace urbain. Si on fait un petit historique de quelques parkings que nous avons fait, c'est vrai qu'on a commencé à Lyon avec le grand parking de la Cité internationale, où on avait considéré le parking ou le fait d'aller chercher une voiture comme un pense-bête. Il nous fallait un pense-bête, il nous fallait voilà, le petit nœud dans la poche. Et l'idée, c'était d'associer le ABC et les rangées de voitures avec des mots qui étaient, voilà, qui n'étaient pas a priori faits pour se trouver à cet endroit-là. Donc, on voyait qu'on était dans la section confiture et on marchait sur la confiture. Et quand on revenait le soir, a priori, on avait des phrases qui nous rappelaient, qui nous évoquaient la confiture, etc., etc. Je crois que ce parking a été un peu le début de ce processus, parce que je m'en rappelle très bien quand je faisais quelques conférences, certaines personnes me disaient « Ah oui, oui, moi je vais toujours me garer là et là ». Donc il y a une sorte d'appropriation de ces mots un peu abscons, hein, un peu atypiques par rapport au lieu, qui se faisait et des personnes s'identifiaient avec des parties du parking. Donc ça, c'était un premier projet. Le deuxième projet, c'est celui qu'on a fait à Merano, et où cinq ou six artistes étaient invités et devaient, d'une certaine manière, rendre particulier chacun des étages
et toute la signalétique se construisait sur ces œuvres d'art ou sur ces expressions visuelles. Et donc, plutôt que de numéroter de 1, c'est ces visualités qui servaient d'éléments de reconnaissance. Euh, donc là, on est plus sur cette question de comment distinguer à l'intérieur d'un parking des parties. Après, pour aller un peu, on a eu des expériences, un parking que j'aime bien et qui n'a pas été réalisé, c'était un parking au Havre devant un casino, où on a essayé de transformer le parking en une sorte de jeu de roulette. Donc toute l'esthétique du jeu du casino a été transférée dans le dessin de la place, mais aussi voilà, des protections des voitures et des choses comme ça. Et ça allait jusqu'à l'automate, qui était une sorte de machine à sous, où on pouvait éventuellement gagner des temps de parking gratuit. Voilà. Après, on a fait un parking aussi à Chaumont, dans la ville du graphisme, où on a commencé à travailler avec les signes typographiques. C'était une sorte de parking qui travaillait avec l'histoire du graphisme. Là, on est bien dans cette question de contextualisation. Comment faire que le parking soit en lien. Et puis, justement, depuis quelques années, on travaille avec Parcus à Strasbourg. Et là, c'est bien la distinction entre différents parkings de la ville qui ont été élaborés. Donc, le premier, ça a été le parking Fort-de-France, qui est sous le musée d'art contemporain ou d'art moderne et contemporain, je ne sais plus tout à fait. Et donc, bien entendu, l'idée, c'était de faire descendre d'une certaine manière le musée dans ce qu'on a appelé des petits salons, des salons de peinture, et dans lequel, par cette distinction de la, je dirais, de l'atmosphère générale, on arrivait à retrouver facilement sa voiture. On a fait le parking de l'opéra, où on a essayé de jouer sur les textures des instruments de musique entre le cuivre et le bois. Et là, on est en train de terminer ce parking Gutenberg, qui, je pense, est un des exemples les plus clairs de la question de la contextualisation, puisqu'il s'appelait Gutenberg avant qu'on arrive, et on a décidé d'en faire un parking typographique. Donc un parking où la question de la typographie, bien entendu, c'est pas un élément rapporté, et ça je crois que c'est une chose aussi importante, c'est-à-dire c'est la question de la numérotation qui devient essentielle et qui nous permet de parler de caractère. Et peut-être ce qu'il est transversal, c'est vraiment un concept d'être humain qui fait pas l'ordre, on oriente autoritaire, on fait des panneaux qui parlent avec le citoyen dans une manière donner ordre, mais c'est la logique de orienter, informer et créer une atmosphère. Et à travers ces trois éléments, aider à retrouver la capacité de s'orienter soi-même dans des espaces qui sont plutôt des attaques à cette orientation de soi, où on perd cette capacité à cause de peur, à cause de fatigue, à cause de structures répétitives, à cause de sous terre ou en eau, donc, et avec cette structure souvent répétitive, on perd le repère. Donc, tous ces éléments extérieurs, comment on peut les presque intégrer pour transformer, pas pour manipuler, mais au contraire, de créer une situation dans laquelle la personne joue un rôle, mais c'est un rôle qui constitue le lieu. Et à travers ça, on se retrouve aussi là-dedans. Et je pense ça, c'est quelque chose où nous sommes dans la recherche permanente
de comprendre comment cette perception fonctionne dans des conditions et états différentes, avec aussi cette logique que on a toujours une capacité. Comment on peut lier cette capacité? Même dans la hyperfatigue, on a encore des capacités d'agir. Et pour ça, nous sommes intéressés de trouver des signalétiques qui disent qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui et comment on peut répondre et aider dans des différentes situations pour empower, récapabiliser précisément l'utilisateur. Je pense qu'en effet, la question du parking est d'une certaine manière un lieu de recherche qu'on s'est donné pour, bien entendu, pas faire uniquement des parkings, mais pour travailler cette question de l'orientation en d'autres lieux. C'est assez intéressant parce que le parking est souvent un peu un délaissé de l'architecte. Bon, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Et du coup, nous, on a peut-être une présence plus libre que dans d'autres parties de son bâtiment, mais ça nous permet aussi de tester un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre cette question de la signalétique, ou plutôt de l'orientation, puisqu'on fait toujours ce transfert entre signalétique, qui veut dire fléché, et l'orientation qui est ou bien d'autres critères que celui de l'écriture participent du fait de trouver son chemin et d'être à l'aise dans le milieu. Est-ce qu'à partir de cette valorisation de ces espaces, à partir de cette valorisation par la recherche et par l'intervention, est-ce qu'on pourrait envisager des nouveaux usages pour ces espaces et quels seront peut-être ces nouveaux usages qu'on peut penser au-delà d'égarer sa voiture? Je crois que dans le parking de Gutenberg, on y est presque, c'est-à-dire, mais aussi celui du Phare de France. C'est se dire déjà, si on va jusqu'au bout de cette chose, ça devient un lieu d'expression de la typographie. Et il manque toujours de lieux. Donc c'est se dire, plutôt que de faire ça dans un white cube, on peut très bien utiliser ces lieux pour faire des expériences, pour travailler de la monstration et pour travailler avec des étudiants sur des exercices. Donc dans le parking Gutenberg, le principe, c'est vraiment d'avoir pris toute la typographie depuis Gutenberg jusqu'à aujourd'hui. On a, je crois, 350 places de parking, et chacune est une famille de caractères avec l'explication de son origine, des auteurs qui sont liés à lui. Et l'idée, c'est véritablement de considérer que ça devient un lieu culturel par rapport à ça. Je pense que tu as raison avec ta question. On est en ce moment encore dans la transformation des lieux qui étaient conçus différemment. Le futur est peut-être de concevoir déjà des lieux qui dans l'auteur, dans la répartition d'espace, etc., qui anticipent un potentiel multi-usage du futur. Et je pense qu'il y a déjà quelques exemples qui posent la question qu'est-ce que sont les nécessités pour transformer un lieu utilisé comme ça, futur comme des logements, etc. C'est qu'il est sensible et de dire que on peut faire beaucoup avec le design, et après il y a quand même une qualité des lieux nécessaires je pense pour les lieux actuels, il y a quand même des usages qui sont encore exclus, sauf si on cultive et on choisit libéralement ces lieux. Donc l'architecture brutaliste peut avoir une qualité aussi. Donc on peut jouer avec ça, mais je pense que le futur est de penser cet multi-usage et concevoir. Je dirais que ce qui est assez rapide et direct, c'est la multimodalité, c'est-à-dire de se dire c'est un lieu de transition ou de passage d'un mode de transport à un autre.
Et c'est vrai que, voilà, comment se passe ce deuxième mode de transport, comment il peut être intégré dans le, dans le parking. Après, on a, selon les cas, selon les typologies de parking, on peut très bien se penser d'autres services qui sont liés au temps que l'on y passe, au lieu où ça se passe. Voilà. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire que un parking le samedi, ça peut être un Oui, marché, quoi. On peut, alors peut-être pas sous terre, mais si c'est au-dessus, on peut très bien faire des usages temporaires. On peut faire la fête le soir. ouais. On peut, Un voilà, lieu de c'est quand même un rencontre. lieu qui pourrait se transformer beaucoup plus radicalement encore en diverses et devenir un lieu, voilà, pas uniquement négatif, parce que ça reste un lieu négatif. Comment on arrive à se dire c'est un lieu qui, Détourné. euh, dont voilà, le statut se transforme à fur et à mesure des usages. Et je pense tout ça concerne la mobilité du futur, pourquoi on se déplace pour le travail. Est-ce que le travail se déplace? Je pense qu'on est en pleine discussion précisément le rôle de l'être humain dans la ville. Par exemple, il y a des projets premiers kilomètres où ces lieux deviennent moins des lieux de stationnement, mais les lieux de distribution. Donc, les camions arrivent, ils déchargent et le dernier kilomètre est fait dans une mobilité douce, etc. Et c'est intéressant aussi cette transformation de ces lieux comme des janières transports dans la ville. Ça peut être des transports physiques et des transports marchandises. Mais je pense que ce sont des chemins dans lesquels euh, nous allons nous mettre aussi, et les recherches vont nous mettre. Pour l'instant, on est plutôt dans la transformation de l'existant et adaptation de l'existant aux besoins actuels et futurs. Merci. Merci beaucoup Rudy et Vera pour cet espace. J'espère que nous aurons l'opportunité de continuer à discuter sur ces sujets et sur d'autres. Merci et Merci. bonjour. Merci.